data et technologie marketing. Et on a deux équipes globalement, une équipe data marketing qui est installant des outils data marketing ou définir des stratégies data marketing, et une équipe data science qui fait du data engineering, de la modélisation et puis du dashboarding essentiellement. Alors, le masque qui tombe. Hop. On va commencer par une petite introduction à ce sujet privacy, et puis ensuite on traitera deux parties, parce qu'en fait dans le sujet privacy, en ce moment il y a vraiment deux parties. Une partie évolution technologique et quels sont ses impacts sur le marketing, et une partie évolution réglementaire, pareil, ses impacts sur le marketing. Et ensuite on verra ce qu'on recommande à nos clients en termes d'axes de travail. On ne pourra pas tous les traiter, mais on en a sélectionné quelques-uns. Donc je commence avec l'intro. Globalement, on édite une newsletter tous les mois chez M13H où on fait un digest un peu de toute l'actualité data marketing. Et ce dont on se rend compte, c'est que la veille en 2016, elle est très différente de la veille en 2019 et en 2020 maintenant. Il y a 4 ans, on parlait du nouveau cas d'usage à la mode, on parlait de la nouvelle techno qui était sortie, ou de benchmark de techno. Et aujourd'hui, il y a une part croissante des publications sur la thématique du marketing digital qui ont trait à la privacy dans cette newsletter et puis dans les news en général. Et en fait, on a essayé de se poser la question d'où ça venait. Et on a décidé de présenter ça sous forme de 3 événements clés, ou 3 dates clés en tout cas. La première, c'est 2013, c'est à partir de là où on a une sensibilisation vraiment accrue des consommateurs, avec notamment les affaires Snowden dont vous avez pu entendre parler dans les médias grand public. C'est aussi le moment où on a vu apparaître dans les médias grand public des choses autour du tracking de masse dans le marketing. Et puis c'est là où apparaissent aussi les bandeaux cookies sur les différents sites web. Deuxième date clé, 2016, c'est le vote du RGPD au niveau de l'Union européenne. Il est rentré en application en 2018 ensuite, mais il a été voté en 2016. Et depuis, il y a d'autres réglementations qui suivent dans le monde. Le RGPD, on n'en voit pas encore pleinement ses impacts aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a encore des évolutions qui sont liées au RGPD qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Dernière illustration, c'était au CES à Las Vegas il y a 2 ans, je crois, où Apple n'exposait pas, mais ils ont pris une affiche de la hauteur d'un immeuble pour vanter les mérites de la privacy. En fait, c'est un peu la bascule de la vie privée en tant qu'avantage compétitif. Au début, c'était vécu comme plutôt une contrainte pour les entreprises. Et en fait, certaines entreprises, notamment certaines entreprises tech comme Apple, ont pris le tournant de la privacy en tant qu'avantage compétitif. Et en fait, c'est ces 2 derniers sujets qu'on va traiter dans la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en termes réglementaires dans les semaines et les mois à venir, et qu'est-ce qui s'est passé précédemment, et puis qu'est-ce qui se passe aussi d'un point de vue technologie et évolution technologique de tous ces grands acteurs. Et on va commencer par la partie tech. Du coup, sur la partie tech, on a fait une frise sur les dernières années. Ce que vous voyez, c'est les évolutions des navigateurs qui annoncent un changement en matière de gestion de la privacy ou des cookies au sein des navigateurs. On voit que ça s'accélère de façon drastique ces derniers mois et ces dernières années, 2018, 2019, 2020 notamment. Et on a découpé ça en 4 phases. La première phase, c'est un peu le Far West. Le tracking cross-site, il était peu contraint. On pouvait faire à peu près ce qu'on voulait en matière de tracking, notamment avec les cookies tiers sur à peu près tous les navigateurs. Et il y a quelque chose qui a changé en 2017, c'est le lancement du programme ITP d'Apple, qui marque le début en fait de restrictions sur Safari qui ont peu à peu été suivies par d'autres navigateurs. La deuxième phase, c'est le jeu du chat et de la souris, donc c'est globalement les 2-3 dernières années. À partir de ce moment-là, il y a des solutions de contournement qui étaient trouvées aux nouvelles contraintes mises en place par Apple. Et puis les éditeurs de technologie, notamment de technologie publicitaire, Google ou Facebook,
ont trouvé des contournements. Donc c'est là où vous avez vu apparaître un certain nombre de choses comme le conversion linker par exemple sur Google, le cookie first party sur Facebook, le gclid, etc. Tout ça, ça vient de la partie de ping-pong qui a eu lieu globalement entre Apple et Google et Facebook. Aujourd'hui, on en arrive un peu à la fin parce que notamment par exemple dans Google Ads, vous avez des conversions qui sont modélisées, qui sont plus déterministes aujourd'hui parce que Google n'est pas aller plus loin dans la recherche de contournement. Et puis aussi parce que Google a suivi un peu la dynamique d'Apple en annonçant récemment la fin des cookies tiers pour 2022. Et donc là, on va rentrer dans finalement de nouveaux paradigmes. Il va falloir trouver de nouvelles solutions. C'est plus des évolutions incrémentales où ce jeu est de chat et la souris qui va se poursuivre. C'est des changements dans la manière dont les technologies fonctionnent. Donc c'est quoi l'impact ces derniers temps de ces évolutions en matière de cookies des navigateurs ? On les a séparés en deux en fonction des use cases. Des use cases autour de l'analytics et du fonctionnement des sites web, et puis des use cases autour de la publicité ciblée sur les comportements des utilisateurs. Sur les premiers use cases, globalement, il y a un impact que je qualifierais de faible à modéré. Sur tout ce qui est fonctionnement du site, globalement, ça fonctionne. Vous arrivez à vous connecter sur les sites, il n'y a pas de trop de problèmes par rapport à ça. Sur tout ce qui est analytics, site-centric et personnalisation du site, ça fonctionne bien aussi, avec quelques points d'alerte sur Safari qui maintenant supprime les cookies first party entre 1 et 7 jours en fonction de votre demande de provenance, supprime aussi le local storage, ce qui fait que en fait, les comptages des utilisateurs uniques dans vos outils analytics vont être un peu supérieurs pour Safari. Et puis sur les personnalisations ou sur les A/B tests par exemple, un utilisateur qui vient un jour 1 et qui voit un bouton rouge dans le cadre de votre A/B test, s'il vient 10 jours après et qu'il n'est pas revenu entre temps, du coup il va peut-être voir l'autre variante et donc du coup ça fausse un peu les analyses des A/B tests sur Safari. Mais bon, ça reste globalement modéré pour ce type de cas d'usage. Par contre, pour tout ce qui est publicité ciblée, qui se base beaucoup sur des cookies tiers pour un certain nombre de cas d'usage, les impacts sont plus importants. Donc aujourd'hui, il n'est déjà pas possible sur Safari et Firefox de faire du retargeting ou de la qualification d'audience non loguée. En termes de capping de fréquence, pareil, les impacts de la suppression des cookies tiers sur ces navigateurs fait qu'on a du mal à capper le nombre de publicités qu'ils voient. Et sur tout ce qui est mesure de la performance et d'attribution, le post-view sur Safari et Firefox, c'est plus possible. Et le post-click, c'est encore légèrement possible sur Safari, mais il faut que l'utilisateur convertisse dans la journée qui suit le clic sur une publicité. Donc c'est quand même très limité. Donc du coup, c'est là qu'on rentre dans des modélisations plutôt. Et en fait, ce qui va se passer avec Chrome, c'est que à peu près tout ce que vous voyez en bas, sauf le suivi des conversions post-clic, devrait être KO en 2022 s'il n'y a pas de solutions de contournement qui sont trouvées. Dernier sujet sur la partie tech qui est assez récent. Donc, pendant l'été, Apple a annoncé iOS 14 et le fait que dans iOS 14, on va devoir demander le consentement pour récupérer l'IDFA, donc l'ID mobile d'Apple qui permet de faire du tracking cross-application mobile. Alors il y a eu un certain nombre de plaintes de différentes associations, de différents publishers pour que Apple revoie sa position là-dessus. Aujourd'hui, ils ont accepté de repousser ça à début 2021, mais a priori, on va y passer à un moment donné. Et donc du coup, il faudra demander un consentement. Le consentement, il ressemble à la bannière que vous voyez là, qui est peu personnalisable. Il n'y a que le sous-titre qui est personnalisable. Et donc du coup, on s'attend à des taux de consentement qui sont pas extraordinaires. Voilà pour la partie technologique. Sur la partie réglementaire maintenant, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Déjà, il y a un long débat, c'est est-ce que le RGPD modifie les règles relatives aux cookies ? Et le kidam moyen qui va sur le site de la CNIL, qui cherche ça, globalement, il peut trouver une réponse oui et peut trouver une réponse non sur le même site. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé globalement ? C'est que quand le RGPD il a été voté en 2018, il y a une autre réglementation qui devait évoluer, c'est la réglementation e-privacy qui régit aujourd'hui la pose des cookies. Et en fait, personne n'arrive à se mettre d'accord en Europe, donc elle n'a pas évolué. Donc du coup, au début, vu que
vu que la réglementation devait évoluer, les CNIL disaient bon, ben, toute la partie consentement cookie, ça viendra dans e-privacy, on s'en préoccupe pas trop. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas ce qui se passe, puisque e-privacy, personne n'arrive à se mettre d'accord, et donc du coup, ben, il va y avoir des évolutions en matière de consentement cookie directement liées au RGPD sans attendre e-privacy, et c'est de ça dont on va parler juste après. Juste avant, un petit historique sur les réglementations qui ont eu lieu en Europe et en France sur le sujet du consentement. Vous voyez en bas e-privacy, en haut le RGPD et la loi informatique et liberté en France, sachant que le RGPD s'applique en fait comme un règlement donc à tous les pays européens de manière relativement uniforme. E-privacy, c'est une directive et donc du coup chaque pays le traduit dans sa loi nationale et donc du coup peut en faire quelques adaptations. Et les réglementations en matière de consentement, elles ont commencé en 2002 en Europe avec la première directive e-privacy qui vise à interdire le spam, notamment dans les emails. Donc c'est là où on a vu apparaître des liens de désinscription en bas des emails, les opt-in pour s'abonner à un email. Quelques années après, en 2009, il y a eu le paquet télécom et c'est là où on a introduit le consentement préalable à la pose des cookies. Donc c'est le fait générateur finalement des bandeaux cookies. Donc tout à l'heure, je parlais de 2013 alors que ça a été voté en 2009 en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a fallu d'abord que ça soit traduit dans la loi française. Donc il y a eu une ordonnance en 2011 qui a traduit cette réglementation dans la loi française. Et ensuite, il a fallu attendre une délibération de la CNIL en 2013 pour que, opérationnellement parlant, les différents acteurs du marché sachent globalement comment ça se passe pour faire le recueil de consentement cookie. Et aujourd'hui, c'est un peu sur cette réglementation-là sur laquelle on est encore basé. On est en train de basculer dans une nouvelle réglementation, mais il y a encore beaucoup d'acteurs du marché qui se basent sur cette délibération-là, qui autorisait notamment le consentement au scroll, avec un scroll significatif, on pouvait valider les cookies. En 2018, le RGPD a été voté et il définit le consentement comme une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par un acte positif clair. Et l'acte positif clair, c'est tout le débat. Le scroll n'est plus un acte positif clair aujourd'hui. Donc la directive e-privacy n'a pas été modifiée en conséquence la même année. Donc les CNIL européennes, donc le CEPD, l'ancien G29, mais maintenant les CNIL européennes, c'est un groupe de travail qui s'appelle le CEPD, a défini des guidelines au niveau européen pour savoir comment on devait recueillir le consentement. Et les CNIL de chaque pays ont fait la même chose suite à ça. Donc la CNIL en France a publié un draft en février-mars de cette année, ouvert au retour du marché. Il devait être validé, ce draft, en mars, pendant le confinement, donc ça a été reporté. Et le draft devrait être validé, a priori, les dernières informations qu'on a, c'est fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, donc on est déjà fin septembre, ça sera sûrement courant octobre. Et donc il y aura de nouvelles guidelines de consentement vis-à-vis des cookies qui remplaceront celles de 2013. Et une fois que ça sera mis en place, le marché aura 6 mois pour se mettre en conformité. Donc globalement, 6 mois plus tard, début 2021, on devra être en conformité. Et en face de ça, sur la ligne e-privacy, il ne se passe pas grand-chose. Le dernier draft en date, il date de 2020. Et aujourd'hui, on ne pense pas qu'avant 2023, le texte sera voté pour une application en 2025. Donc on a encore le temps de voir venir pour cette mise à jour e-privacy. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il y a dans les recommandations de la CNIL ? On n'a pas sorti tout le texte, mais les faits marquants qui risquent d'avoir le plus d'impact sur le consentement en matière de cookies, c'est le fait qu'il va falloir permettre une poursuite de navigation. Donc vous ne pourrez pas bloquer une personne sous prétexte qu'elle n'exprime pas un consentement. Donc c'est pas parce qu'elle ne veut pas cliquer sur tout accepter ou tout refuser qu'on a le droit de la bloquer. Deuxième chose, c'est que les bandeaux, les boutons tout accepter et tout refuser vont devoir être mis en avant de la même manière. Donc du coup, ça veut dire plus un bouton tout accepter en gros et un bouton tout refuser en troisième page, ce sera plus valable. Et le fait de pouvoir consentir par finalité, donc la finalité peut-être analytics, publicité, personnalisation qui sont les plus classiques, ça en général le marché s'est déjà largement aligné sur ces pratiques-là.
Quel est l'impact potentiel de l'évolution de ces modes de consentement? Ça, c'est une étude de Tag Commander qui fournit une consent management platform. Aujourd'hui, sur les bannières cookies avec le bouton uniquement tout accepté, on est à des taux d'opt-in autour de 70 à 95%. Demain, avec un bardeau tout accepté, tout refusé, les projections qui sont faites, certains sont plus pessimistes que ça, mais là, ils ont des projections entre 50 et 80% de taux de consentement. Et si on rentre dans des bannières un peu plus compliquées, où on laisse la possibilité aux gens de choisir dès le premier écran les finalités, on tombe à 35-40% à peu près de taux de consentement. Ce qui veut dire, du coup, moins de cookies pour faire des analyses, moins de cookies pour faire de la publicité ciblée, de la perso, tous les cas d'usage marketing que vous connaissez. Et là aussi, il y a une surprise dans les évolutions réglementaires, un petit peu comme iOS 14 tout à l'heure. Cet été, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield. Donc, le Privacy Shield, c'est en fait un accord entre l'Europe et les États-Unis qui permet d'encadrer le transfert de données de l'Union européenne vers les États-Unis, le transfert de données personnelles. Et en fait, beaucoup d'acteurs du monde du marketing digital, américains notamment, se basaient sur ce Privacy Shield pour faire passer des données d'Europe aux États-Unis. C'était le cas pour Facebook avec Facebook Ads, c'était le cas pour Google avec Google Ads. Il y a un précédent parce qu'il y avait un autre accord qui était en place il y a quelques années qui a aussi été invalidé, qui s'appelait le Safe Harbor. Et à l'époque, les CNIL européennes avaient dit bon, on va vous accorder une période de tolérance le temps qu'on trouve un nouvel accord qui a été le Privacy Shield. Aujourd'hui, un nouvel accord est mal engagé, notamment si Trump repasse aux États-Unis. Et donc, du coup, les CNIL ont dit pas de période de tolérance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cet été, un peu en catimini? Les grands acteurs se sont basés vers un autre mécanisme d'encadrement contractuel qui s'appelle les clauses contractuelles type de l'Union européenne, qui permet toujours de faire passer les données de l'Europe vers les États-Unis. Sauf que à la fin du mois d'août, la CNIL irlandaise a dit à Facebook vous n'avez pas le droit d'utiliser cette mécanique-là parce qu'on juge qu'aux États-Unis, le niveau de protection de données n'est pas suffisant. Et donc, du coup, c'est pas parce que le Privacy Shield a été invalidé, c'est pas parce que vous utilisez les clauses contractuelles type que le niveau de protection aux États-Unis est supérieur. Et donc, du coup, on est un peu coincé puisque c'est la seule méthode qui restait pour valablement encadrer les transferts de données de l'Europe vers les États-Unis. Donc là, la pression est un peu en train de monter. Et Facebook, dernièrement, là, ça date de la semaine dernière, a dit un communiqué menaçant de se retirer d'Europe parce qu'il dit que techniquement, pour lui, c'est impossible d'héberger les données en Europe. Donc aujourd'hui, on en est un peu là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a des négociations qui avaient été initiées pour un nouvel accord de type Privacy Shield, mais elles sont un peu engluées à cause de l'attentisme qu'il y a vis-à-vis des élections américaines. Donc on verra ce qui se passera. Bon, c'est peu probable que tout s'arrête du jour au lendemain, mais on est dans une phase d'incertitude juridique assez importante. Et je vais passer aux axes de travail. Donc on en a sélectionné quelques-uns là-dessus, à court ou moyen terme. À court terme, sur le changement de la CNIL, nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de se préparer. Le texte de la CNIL, il est publié, il ne va pas bouger significativement. Donc du coup, c'est avant qu'il rentre en vigueur de tester sur une partie du trafic différentes options en termes de bannières. Donc du coup, peut-être la position de la croix pour la poursuite de la navigation, le wording des boutons, on n'est pas obligé d'utiliser tout accepter, tout refuser. Éventuellement des couleurs, même si les couleurs, en fait, normalement, les boutons sont censés être de la même couleur. Par contre, la position des boutons, il y a peut-être des choses à faire. Par exemple, mettre le bouton tout accepter un peu plus à droite et les autres un peu plus à gauche. Il peut y avoir des marges de manœuvre là-dessus. La CNIL n'est pas aussi précise que ça dans son texte de recommandation. Pour maximiser le taux de consentement au maximum et pas attendre le dernier moment où là, malheureusement, si vous n'avez pas le temps de tester, vous le testerez peut-être presque en production. Deuxième sujet, c'est suivre le développement des solutions de moyen long terme. Donc le marché est en train, je le disais tout à l'heure, de chercher de nouvelles solutions. Globalement, toutes les solutions, elles sont sur deux axes de travail. Le premier, c'est quelles alternatives aux cookies tiers pour un ciblage 100% anonyme. Et le deuxième, c'est le développement des ciblages qui sont basés sur de la donnée utilisateur de type email, téléphone. Donc paradoxalement, ces sujets privacy, qu'ils soient d'un point de vue réglementaire ou technologique,
pourrait aboutir à un monde où on respecte peut-être un peu moins la vie privée, puisqu'en fait on fait passer des identifiants qui sont beaucoup plus personnels finalement, qui sont un email, un numéro de téléphone, par rapport à des identifiants qui avant étaient un ID de cookie qui était généré aléatoirement, etc. Les initiatives qu'il y a sur le marché, il y a des initiatives d'abord des GAFA. Google Privacy Sandbox, je vais en parler juste après, c'est la solution de Google pour remplacer les cookies tiers. Donc elle n'est pas encore opérationnelle aujourd'hui, elle est en phase plutôt de R&D. Apple a proposé une solution un petit peu comme ça aussi sur uniquement le use case de l'attribution. Et puis les GAFA proposent déjà depuis un certain temps, notamment Google, Facebook, le fait de pouvoir envoyer des emails hachés à leurs solutions publicitaires pour faire du remarketing basé sur des ID utilisateurs et plus sur des ID cookies anonymes qui permettent de s'astreindre de ce sujet des cookies tiers. Ensuite, il y a l'IAB. Donc l'IAB, c'est un consortium marché, enfin, une association marché qui encadre notamment le marketing programmatique, donc le reciblage, le sujet du programmatique. Eux aussi sont en train de réfléchir sous ces deux angles dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet RIARC pour Rearchitecture, qui lui aussi est en phase active de R&D et de recherche technique. Les derniers acteurs, c'est les annonceurs et les éditeurs de sites web. Sur la partie anonyme, on voit de plus en plus revenir sur le devant de la scène le ciblage contextuel, donc en fonction de ce qu'il y a sur une page et pas forcément des audiences data qu'on remarket, mais comment on comprend mieux ce qui se passe sur une page. Et pour les annonceurs, en fait, ils se mettent à mettre en place de façon industrialisée. Certains étaient encore pas mal sur tout ce qui était envoi manuel de listes CRM. Là, il y a une grosse phase, on le voit en ce moment, d'automatisation de l'envoi de ces listes CRM et d'automatisation aussi de la remontée des conversions en server-side plutôt qu'en client-side qui sont davantage bloquées. Un petit focus sur la Privacy Sandbox de Google. Donc, qu'est-ce que Google prévoit pour faire face à l'arrêt des cookies tiers? En termes de use case, on voit que c'est les gros use case marketing, donc la lutte contre la fraude aux impressions publicitaires, la mesure de la conversion, le ciblage avec des sous-use cases qui sont le retargeting, tout ce qui est intérêt intention et puis le capping de fréquence, et la fédération d'identité qui est plus quelque chose lié au fonctionnement des sites web, logging cross-site. En termes de timing, cette Privacy Sandbox, elle a été annoncée avant même l'annonce de la fin des cookies tiers, donc c'était en 2019. L'annonce de la fin des cookies tiers, c'était janvier 2020. Il y a des premiers tests qui sont menés en ce moment aux États-Unis avec des acteurs de l'écosystème programmatique notamment, dont on n'a pas les résultats, en tout cas pas à ma connaissance. Et la cible de disparition des cookies tiers, c'est 2022. Ces solutions, c'est des solutions de techniques assez pointues qui sont encore en phase de R&D. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des groupes de travail là-dessus. Google est assez ouvert sur les solutions techniques. On a essayé de les résumer ici en termes de fonctionnement. Ce qu'il va falloir, on en a retenu 3 points. Le premier, c'est mobilisation du edge computing, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être faites du côté du navigateur et qui ne vont pas remonter chez les serveurs des différents acteurs technologiques. Donc par exemple, des calculs d'audience vont être faits au niveau du navigateur et pas forcément au niveau des serveurs. Aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet, c'est que je me balade sur 3 pages web, par exemple sur Le Monde. On remonte à chaque fois mon ID cookie, les pages que je vois, quelques informations sur les pages également, et c'est un serveur qui fait ses calculs en me disant, voilà, il a vu, je sais pas moi, du golf, de l'automobile et je ne sais quel sujet, il appartient à tel groupe de CSP, tel profil socio-démo, et ses intérêts sont ceci et ceci. Demain, ça sera le navigateur qui sera en partie chargé de faire ça et de classer les gens dans des cohortes en fait. Et c'est ces cohortes qui seront remontées au serveur. Donc c'est pas mon ID de cookie avec toute ma navigation qui remonte dans des serveurs, c'est tel navigateur appartient à tel groupe. Point. Et donc du coup ensuite on cible des groupes. Et ils introduisent aussi un privacy budget, donc c'est-à-dire que le navigateur ne pourra pas communiquer au-delà d'un certain nombre d'informations à des serveurs pour faire en sorte d'éviter toutes les techniques de fingerprinting qui aujourd'hui contournent un petit peu la mécanique des cookies pour pouvoir suivre les gens sur différents sites ou sur un même site. Ça vise à limiter ce type de pratique.
Troisième focus pour le contournement, là c'est à court terme, c'est mettre en place des bonnes pratiques de tracking, voire des solutions de contournement qui existent aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler du conversion linker, du marquage automatique pour Google, visant à capter un G-Clead qui passe de Google Search jusqu'au site de l'annonceur. Tout ce qui est advanced matching côté Facebook qui permet de faire passer des ID, notamment des emails hachés ou ce genre d'ID plus personnels dans les tags Facebook pour favoriser la réconciliation. Le cookie first party qui a été introduit il y a quelques temps par Facebook. Criteo a le même type de fonctionnement avec la capacité à faire passer des hashes email qui lui permet de mieux réconcilier et de faire son retargeting cross-site sans cookie tiers sur certains navigateurs comme Safari ou Firefox. Et Google a introduit plus récemment le Consent Mode qui va probablement remplacer ou arriver en complément du Conversion Linker et du marquage automatique. Qui vise à être plus fin en fait, dans les mécaniques de recueil de consentement pour pouvoir activer le tag Google dans certains cas, mais pas dans certains autres. Donc ça, c'est en bêta aujourd'hui, mais utilisable, et ça va être la norme demain dans les produits Google basés sur le G-Tag. En face de ça, il y a des mécaniques de contournement. Les premières, c'est les cookies HTTP, donc ça c'est essentiellement pour Safari. C'est des solutions qui permettent de poser un cookie, mais côté serveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des cookies que vous posez, c'est des tags JavaScript qui génèrent un cookie sur les sites web. Et en fait, ces cookies-là sont effacés par Safari au bout de 1 à 7 jours. Et il y a des solutions qui permettent de les transformer en cookies posés côté serveur et qui permettent du coup de les maintenir dans le temps. Deuxième type de mécanique de contournement, c'est le nom barbare de reverse proxy tracking. Tout ça pour dire tracking server-side. Donc en gros, c'est l'éditeur du site a un serveur qui opère le tracking et ensuite fait toutes les synchronisations avec les outils tiers des différentes solutions marketing. Ce qui permet de s'astreindre de certaines contraintes. Et il y a Google récemment qui a annoncé dans GTM, par exemple, l'arrivée du tracking server-side. Dernier focus dont on parle pas mal avec nos clients, c'est que devant les difficultés à avoir des méthodes de tracking qui sont de plus en plus déterministes, pour mesurer l'impact des campagnes marketing, on trouve des solutions qui sont parfois un peu plus probabilistes. Et donc du coup, c'est l'histoire des A/B tests géographiques. Par exemple, on cible une géographie avec une campagne A, on ne cible pas la géographie, une autre géographie pour avoir un segment témoin, ou on le cible avec une autre variante et on compare les performances des deux. Même principe avec les A/B tests CRM, mais c'est plus des géographies, c'est entre des différentes populations CRM. Et le marketing mix modeling, c'est encore un peu plus lourd. Il faut prendre un historique de données assez important du client et voir les corrélations qu'il y a entre la pression marketing et la performance des ventes. Grâce à ces A/B tests, notamment je parle de l'A/B test géographique, il y avait déjà beaucoup de choses autour de la mesure du drive to store, et ça va se développer aussi pour la mesure de campagne plus classique et pas uniquement centrée sur le drive to store. Voilà pour quelques focus. Un dernier slide sur le sujet, c'est des actions à envisager, qu'elles soient quick win ou plus lourdes à mettre en place, qu'elles soient de l'ordre de la réflexion ou plutôt de l'action. On essaie de les mapper là-dessus. Donc vous avez tout ce qui est éclairage du marché et puis plan d'action autour de la privacy, donc soit un plan d'action à partir de zéro où on définit un plan d'action privacy, ou alors une revue stratégique des plans d'action déjà existants, parce qu'en fait nos clients peuvent avoir déjà des roadmaps en termes de produits marketing qu'ils veulent mettre en place, et donc du coup il faut revoir ces roadmaps à l'aune de ces évolutions privacy, faire des audits aussi sous l'axe conformité ou sous l'axe technologique. Et sur la partie plus faire, ce qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est évolution du consentement en ce moment avec l'UX autour des évolutions de la CNIL. C'est le gros sujet du moment en ce moment. Et le TCFV2 aussi, notamment pour les publishers. Sur le contournement des blocages des navigateurs, on commence à être sollicité aussi sur les bonnes pratiques de tracking, vérifier que les dernières évolutions ont été mises en place et la mise en place éventuellement de solutions ad hoc type server-side.
Et sur la partie du bas, plus stratégique, bon, il y a toute la réglementation, documentation autour du RGPD, parce que ce n'est pas que de la partie technique, le RGPD, il y a aussi beaucoup de process, de documents à formaliser. Les nouvelles approches de mesure des habitats géographiques, on en a de plus en plus. Et le dernier sujet, mais pas des moindres, c'est comment on fait évoluer les parcours clients pour développer la donnée first party type données loguées en fait. Et ça implique des changements stratégiques chez les clients, puisqu'il faut se poser la question à chaque étape du parcours, comment on récupère ces informations-là, quelle valeur ajouter aussi pour l'internaute à communiquer ces informations-là, parce que c'est normal qu'il ne les communique pas s'il n'a pas d'avantage à le faire. Et donc du coup, c'est des réflexions qui sont au long cours là-dessus pour se préparer au fait que dans les mois et années à venir, on risque d'aller davantage vers ce type de ciblage. Voilà, j'en ai fini.